Et place à la revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. Ce matin, l'histoire d'une reculade. Eh oui, justement. vous en parliez à l'instant, ça fait causer, disait Anissa. Eh bien, causons. Bon, d'accord, c'est pas Zincourt, Waterloo ou Fachoda. Il n'en reste pas moins que le 1er mai 2026 restera dans la petite chronique politique comme l'histoire d'une débâcle pour notre Premier ministre et finalement une sorte de résumé de la période que nous traversons et de ceux qui nous la font traverser. Pourtant, en matière de réforme, on avait connu plus ambitieux. Ça ne semblait pas être un Himalaya, le Mont Brouilly, tout au plus autoriser quelques boulangers ou fleuristes à travailler le 1er mai, ce qu'ils faisaient déjà avant, payer double. Et sur la base du volontariat, on n'était pas dans des sommets de l'ultralibéralisme, mais c'était trop pour la gauche. Et comme il nous en a donné l'habitude, le gouvernement Le Cornu a une nouvelle fois capitulé. Dans le Parisien, aujourd'hui en France, Dominique Enracte enrage. Depuis 100 ans, nous sommes ouverts ce jour-là, rappelle ce représentant des boulangers. Nous voulions juste régulariser une situation pour ne pas nous faire épingler. Que les syndicats aillent demander aux salariés ce qu'ils en pensent. 80%, écoutez bien Dimitri, 80% des Français aimeraient travailler le 1er mai, affirme-t-il. Donc évidemment, nous sommes tous furieux. Nous aurions aimé que le gouvernement tienne bon. Seulement, la patronne de la CGT a donc menacé. La petite phrase de Sophie Binet, reprise par l'opinion, mérite d'ailleurs d'être citée, car elle dit finalement beaucoup sur le rapport au travail dans la France de 2026. Ils nous ont volé 2 ans de vie, a-t-elle déclaré en référence à la réforme des retraites, finalement reportée. Ils nous ont volé 2 ans de vie, ils ne nous voleront pas le 1er mai. Bon, on pourra toujours dire qu'il n'y a pas de quoi fouetter un chat, qu'on se passera de pain frais ce jour-là, mais tout cela est symbolique, estime finalement Jacques-Olivier Martin à la une du Figaro. Décidément, syndicats et gauche restent bloqués dans une vision archaïque et dépassée du travail, héritée de la lutte des classes alors que le monde a profondément changé. Autre sujet avec peut-être une pratique d'un autre âge qui mériterait d'être réformée. Les tests génétiques, environ 150 000 personnes se feraient tester chaque année, pour la plupart du temps connaître avec certitude leurs origines. Tout cela est fait par des labos à l'étranger, parce que c'est interdit en France et même puni d'une amende, tenez-vous bien, de 3 750 €. C'est la Croix qui consacre un long papier à ce sujet, parce que le Conseil économique et social rend aujourd'hui un avis préconisant de lever cette interdiction. Le CESE estime important qu'un individu puisse avoir un libre accès à sa propre histoire, souligne Méliné Le Priol. Face à ce dossier un peu sensible quand même, on attend avec impatience la réaction de notre gouvernement pusillanime. Cette question maintenant, faut-il mettre des caméras de vidéosurveillance dans les salles de classe ? Oui, alors ça c'est effectivement ce que va demander l'opposition municipale au Conseil de Paris aujourd'hui, conséquence évidemment du scandale du périscolaire dans la capitale. Rappelons que 78 animateurs ont été suspendus et des parents estiment que la vidéosurveillance est aujourd'hui le meilleur moyen d'éviter de nouveaux cas. Le Parisien y consacre sa une et comme l'écrit Marion Kempf, nul doute que la mesure fera l'objet d'un vif débat. Alors en attendant d'installer des caméras dans les écoles, on pourrait suggérer de mettre quelques livres à disposition des enfants dans les classes et surtout insister pour qu'ils les lisent. Le Centre national du livre publie un rapport absolument alarmant, rapport que s'est procuré les Échos. Rapport qui souligne un effondrement de la lecture chez les jeunes. Le phénomène n'est pas nouveau, mais il s'amplifie, explique Nicolas Richaud. L'omniprésence des écrans est évidemment le facteur clé expliquant le décrochage massif de la lecture. Et ce n'est pas anecdotique, comme l'explique la présidente du CNL. Quand vous lisez, tout le cerveau est en éveil. Quand vous êtes devant un écran, la décharge de dopamine est immédiate, mais le cerveau est quasi mort, à peine plus éveillé que celui d'un poulpe. Enfin, dernier point, et cela serait presque drôle si cela n'était pas aussi navrant, la moitié des 12-19 ans ne savent pas que les écrivains peuvent être vivants, qu'il existe des auteurs contemporains, que l'on a donc écrit des livres depuis Victor Hugo. Alors, elle n'est pas morte, elle va même très bien. Et on devrait l'entendre normalement. Mais on va l'envoyer. Ah bah là voilà. Alors, si vous la reconnaissez, mais vous la reconnaissez, elle sort un bouquin, même si elle est plus connue pour ses chansons que pour ses livres, c'est bien sûr Patti Smith. Alors évidemment, c'est pas exactement une nouveauté de l'année, elle va avoir
80 ans en décembre, mais toujours bon pied bon oeil. Elle sera d'ailleurs en concert au Printemps de Bourges la semaine prochaine. Sophie Binet devrait lui rappeler qu'elle doit impérativement prendre sa retraite et elle accorde une longue interview à la croix, qu'on n'imaginait pas aussi Velvet Underground. Donc elle sort un livre où elle raconte que les choses ont un peu changé dans le showbiz. Un artiste ruinerait sa carrière s'il faisait ce que j'ai fait à l'époque, explique-t-elle à Marianne Meunier. Je ne voulais pas être riche et célèbre, je voulais juste faire quelque chose d'extraordinaire. On pourrait lui dire qu'ouvrir le Printemps de Bourges à 80 printemps, c'est pas si mal. Et c'était pas la dernière à faire la fête, Patti C'était Smith. ça que vous vouliez, hein. Eh oui, elle est magnifique cette chanson Dancing Barefoot. Merci beaucoup Olivier Delagarde. Votre revue de presse sur Europe